Bonjour, je suis Yves Verding, directeur fiscal de BNP Paribas Fortis. Soyez les bienvenus dans l'émission d'Accountancy Challenges Learn Together, consacrée aujourd'hui à l'impôt des sociétés. Je vais parcourir avec vous les points essentiels du très récent accord de Pâques du gouvernement. On va plus précisément discuter de trois choses. La nouvelle fiscalité automobile, deuxièmement, VVPR bis et réserve de liquidation, et troisièmement, les accroissements d'impôts. Commençons par la fiscalité automobile. Comme vous vous souvenez certainement, le gouvernement de Croo avait dit l'accent doit être mis sur les voitures électriques et uniquement les voitures électriques seront déductibles dans le futur. Maintenant, ce gouvernement revient un peu à leur pas en disant c'est trop tôt pour switcher directement aux voitures uniquement électriques. Parce qu'il y a des gens qui habitent dans des appartements dans lesquels il est interdit de charger au rez-de-chaussée. Deuxièmement, il y a des gens qui habitent en campagne où il n'y a pas de borne de recharge. Donc, ils ont dit on va allonger la déductibilité fiscale des hybrides. Parce qu'il y a pas mal de gens pour lesquels une voiture électrique n'est pas encore une option. Et je vais résumer ça avec quelques règles. Parce que la loi est écrite d'une façon très compliquée et je pense que la seule façon pour comprendre la nouvelle fiscalité est via des règles. Première règle, on ne change rien au régime fiscal pour les voitures à combustible fossile qui ont été acquis après le 1er janvier 2018. Donc une voiture diesel ou essence reste déductible selon ce tableau-ci. C'est la législation actuelle et si par exemple vous achetez maintenant une voiture 100% diesel ou essence, vous êtes dans un scénario de sortie qui veut dire que chaque année, la déductibilité fiscale va baisser pour arriver à 0% de déductibilité pour exercice d'imposition 2019, exercice comptable à partir du 1er janvier 2028. Si vous achetez une voiture diesel ou essence à partir du 1er janvier 2026, donc l'année prochaine, 0% de déductibilité dès le début. Donc là, on ne change rien. La seule chose qu'on change d'ailleurs aux voitures à combustible fossile est le fait que si vous avez acheté une voiture essence ou diesel avant le 1er janvier 2018, la loi disait que ces voitures-là restent déductibles à 75%. Eh bien, ce 75% va baisser à partir de l'exercice d'imposition 2027 de 5% par année, pour atterrir à 50% à partir de l'exercice d'imposition 2031. Mais bon, mesdames, messieurs, ici on parle des voitures qui ont déjà 7 ans, donc je pense qu'il n'y en a plus beaucoup, mais sachez que le 75% déductibilité va aussi baisser année en année. Donc, mais entre nous, pour la grande majorité des voitures essence ou diesel, rien ne change. Toutes les voitures acquises après le 1er janvier 2018 restent déductibles selon la législation actuelle. Deuxième règle, aucun changement à la fiscalité des voitures électriques. Donc, si vous achetez une voiture électrique ou vous les prenez en leasing ou en location, avant le 1er janvier 2027, 100% déductibilité fiscale toute la durée. En 2027, acheter une voiture électrique, 95% déductible, durée totale. En 28, 90% et comme ça, on va baisser année en année pour atterrir à 2031. Et lorsque vous achetez en 2031 encore une voiture électrique, cette voiture sera déductible pour 67,5%. Il faut bien retenir ces pourcentages parce que j'y reviens tout à l'heure dans mon exposé. Donc, combustible fossile, aucun changement dans la pratique. Sans émission électrique, aucun changement du tout. Donc, on change uniquement la déductibilité fiscale des voitures hybrides. Et on va appliquer 4 règles à partir du 1er janvier 2026. Déductibilité augmentée, 75% ou plus pour les hybrides. Combustible fossile des hybrides, 50% déductible en 26 et en 27. Augmentation du plafond d'émission pour les soi-disant faux hybrides
Et dernièrement, la formule de déductibilité, la formule de 120% sera sans coefficient carburant, le fameux coefficient de 0,95 ou de 1. Première règle. La déductibilité fiscale d'une hybride reste jusqu'à 75% pour tous les hybrides achetés jusqu'à 27. Donc, même les hybrides achetés en 2013, 2023, 2024, ce sera formule de déductibilité avec un maximum à 75%. Alors que, normalement, selon la législation actuelle, ça aurait été 50% l'année prochaine, 25% à l'exercice d'imposition 28, etc. Donc, ça reste maximum 75%. Et après, ça devient dégressif pour les voitures pris en leasing jusqu'en 2029. Mais, si vous avez une hybride avec une émission de maximum 50 grammes, donc 50 grammes ou moins, qui vous donne, avec la formule classique de 120%, un taux de déductibilité qui dépasse 75%, vous pouvez même appliquer un taux plus élevé que 75%. Donc, une hybride, par exemple, avec une émission de 20%, qui me donne 100% de déductibilité selon la formule classique de 120%, sera et restera déductible à 100% pour toutes les années à venir. Bien que le 100% sera le maximum, ça va quand même légèrement baisser à 95% pour les hybrides achetés en 2027. Et pourquoi? Parce que comme je viens de vous présenter, si vous allez acheter une voiture électrique en 27, cette voiture électrique sera aussi seulement déductible pour 95%. On ne veut évidemment pas qu'une hybride soit du coup déductible à 100% et une électrique seulement à 95%. Donc, je pense qu'il faut déjà retenir maintenant, on va essayer d'aligner la fiscalité des hybrides au maximum à la fiscalité des voitures 100% électriques. Pour certains hybrides, j'y reviens tout à l'heure. Si vous allez vendre votre hybride, ce sera un nouvel achat. Donc, nouvelle déductibilité fiscale. L'exemple du gouvernement est, supposons que vous avez une hybride achetée en 2027 et qui vous donne, selon son émission CO2, une déductibilité de 80%. Et vous allez la revendre en 2030. Eh bien, pour l'acheteur, l'hybride ne sera plus déductible du tout. Parce que, je vous ai dit, jusqu'en 2029, l'achat d'une hybride vous donne encore une déductibilité fiscale. Chaque achat ou leasing ou location d'une hybride en 2030, 0% déductibilité. Deuxième règle, les charges de l'essence ou du diesel. 50% déductible en 2026 et 2027. Pour tous les hybrides, quelle que soit leur date d'acquisition, prise en location ou prise en leasing. Donc, même pour les hybrides existants qui sont déjà en circulation, 50% seulement pendant 2 années encore, l'essence ou diesel. Et après, 0%. L'électricité de ces hybrides, aussi les hybrides existants, suit le même pourcentage de déductibilité qu'une voiture électrique. Donc, le tableau que je viens de vous montrer. Troisième règle, les faux hybrides. Comme vous savez, si vous avez une hybride qui émet plus de 50 grammes CO2 par kilomètre, vous êtes considéré d'avoir une fausse hybride et vous serez taxé comme si vous auriez acheté une voiture 100% diesel ou essence. Maintenant, quelle est la problématique? Il y aura une nouvelle méthode pour calculer l'émission. C'est la norme Euro 6 bis. C'est une nouvelle méthode qui est plus stricte, plus réaliste, disons. Donc, dans la pratique, la nouvelle norme va augmenter l'émission des voitures hybrides. Il faut bien comprendre que la nouvelle norme sera applicable pour tous les hybrides vendus neufs à partir du 1er janvier 2026. Donc, la nouvelle norme sera bien évidemment pas applicable aux voitures hybrides qui sont déjà en circulation. Ce sont uniquement les ventes neuves à partir du 1er janvier 2026 qui seront soumises à la nouvelle norme d'émission. Sauf si vous avez une voiture hybride homologuée en 2025, mais qui est seulement vendue en 2026 à l'état neuf. Ces voitures, bien qu'homologuées déjà en 2025, seront quand même devoir
revoir leur émission CO2. Maintenant, le gouvernement a dit qu'il faut faire quelque chose avec le plafond pour les faux hybrides de 50 grammes. Parce que si on applique la nouvelle norme, il n'y aura presque plus des hybrides qui seront considérés comme des vrais hybrides parce qu'avec la nouvelle norme, il y aura une hausse générale du taux d'émission. Donc, qu'est-ce que le gouvernement propose? Pour la notion de faux hybrides, il y aura deux seuils. Le seuil existant de 50 grammes pour tous les hybrides qui ont déjà leur ancienne norme d'émission et ça va être augmenté à 75 grammes pour tous les hybrides qui seront homologués selon la nouvelle norme. Donc, vous aurez deux. Et comme ça, avec une hausse à 75 grammes, la plupart des hybrides qui seront homologués sur la nouvelle norme resteront quand même des vrais hybrides. Il n'y en a qu'un peu qui vont quand même dépasser les 75 grammes. Ça, c'est règle numéro 3. Aussi, pour l'avantage de toute nature, la notion de faux hybride est applicable. Et aussi pour le calcul de l'ATN, on dit 50 grammes est le plafond pour les voitures avec une ancienne norme d'émission, augmenté à 75 grammes pour les voitures hybrides avec la nouvelle norme. Donc, identique à l'impôt des sociétés. Et quatrième modification, à partir du 1er janvier 2026, la formule pour la déductibilité des frais de voiture sera sans le coefficient carburant de 0,95 ou de 1. Donc, la nouvelle formule va être 120% moins 0,5% fois l'émission CO2. Donc, si j'essaie encore bien calculer, si vous avez une émission CO2, par exemple, de 40 grammes ou moins, vous arrivez à 100% de déductibilité, parce que 0,5 fois 40, c'est 20, 120 fois moins 20 fait 100% de déductibilité. Donc, il n'y aura plus de question. Et vous voyez, c'est à partir du 1er janvier 2026 pour tous les hybrides, même ceux qui sont en circulation déjà actuellement. Très compliqué, mesdames et messieurs, pour comprendre. Permettez-moi à vous présenter mes schémas. Premièrement, les frais de combustible fossile, donc de l'essence ou diesel. 50% encore en 26 et en 27, et après, plus rien de déductibilité. L'électricité des voitures électriques, hybrides, va suivre la même déductibilité fiscale que l'électricité pour une voiture 100% sur électricité. Donc, le pourcentage qui baisse graduellement à partir de 2027. Voici mes tableaux. S'il y a une hybride achetée entre le 1er janvier 18 et le 31 décembre 22, pour 2025, cette voiture suit la législation fiscale actuelle. Donc, la formule de déductibilité avec le coefficient carburant, minimum 40, maximum 100%. L'électricité, même chose que les autres frais de voiture. Combustible fossile, même chose. À partir de l'année prochaine, ces voitures vont tomber dans la nouvelle législation, donc formule de déductibilité sans coefficient carburant, minimum 0, maximum 75%. Et qu'est-ce qui est la nouveauté? Sauf si l'émission CO2 est maximum 50 grammes. Alors, dans ce cas-là, vous pouvez même déduire à un taux maximal de 100%. Donc, si vous avez acheté entre le 1er janvier 18 et le 31 décembre 22 une hybride, par exemple, avec 40 grammes CO2, vous montez à 100% de déductibilité en 2026. Y inclut l'électricité, mais le combustible fossile, donc l'essence même, 50%. Les années suivantes, vous voyez, même régime fiscal pour toutes les années à venir pour les frais de voiture. Donc, vous pouvez parfaitement avoir une voiture hybride maintenant, qui est maintenant déductible, par exemple, pour 75% et qui va du coup augmenter à un taux plus élevé. La seule différence sera, à partir de 2028, tous vos frais peuvent être, le cas échéant, déductibles à 100%, mais les combustibles fossiles ne seront plus déductibles à partir de 28. Hybride acheté entre le 1er janvier 23 et le 30 juin 23. 2025, cette année, législation actuelle. Les frais de voiture, minimum 40, maximum 100, formule avec coefficient. Électricité, même chose. Combustible fossile, maximum 50%, parce que comme vous savez, chaque hybride acheté après le 1er janvier 23 a la limitation à 50% des combustibles fossiles.
À partir de l'année prochaine, nouvelle législation. Formule sans coefficient, minimum 0, maximum 75, sauf si l'émission ne dépasse pas les 50 grammes. Dans ce cas-là, vous pouvez même monter à une déductibilité de 100%. Y inclut les frais d'électricité pour toutes les années à venir, sauf les combustibles fossiles qui ne seront plus déductibles à partir de 28. Achat entre le 1er juillet 23 et le 31 décembre 24. 2025, formule existante. Pas de changement. En 26, de nouveau, la formule sans coefficient, minimum 0, maximum 75, sauf si l'émission ne dépasse pas 50 grammes. Dans ce cas-là, vous pouvez même appliquer un taux plus élevé que 75, voire 100% le cas échéant. Y inclut l'électricité, combustible fossile, uniquement 2 années à 50% et à partir de 28, 0% de déductibilité. Donc, mesdames et messieurs, moi, par exemple, j'ai acheté une hybride en 24. J'ai le cas concret que cette année, les frais de mon hybride sont déductibles à 75% et à partir de l'année prochaine et toutes les années à venir, ça augmente à 100% de déductibilité parce que l'émission CO2 de mon hybride est de 28 grammes, donc du coup, ça monte à 100%. Donc, mesdames et messieurs, on va suivre à partir de 26 le même régime fiscal qu'une voiture 100% électrique, à part les combustibles fossiles. Donc, je pense qu'il faut bien retenir pour certains hybrides, du coup, une hybride sera autant déductible qu'une voiture 100% électrique. Hybride acheté cette année. En cette année, vous avez encore la formule existante, donc le maximum 50%, y inclut électricité et carburant fossile, 50% maximum. L'année prochaine, tout change, formule sans coefficient, encore maximum 75%, sauf si l'émission ne dépasse pas 50 grammes et vous pouvez même appliquer un taux qui peut aller jusqu'à 100%. Électricité, toujours 100%. Et carburant fossile, pendant 2 années, encore 50% et à partir de 28, 0%. Donc, un achat en 2025, première année, par exemple, 75 maximum, et les années à venir, ça monte à un maximum de 100% d'électricité. Tout comme une voiture 100% électrique. Achat l'année prochaine, 2026, directement la nouvelle loi. Donc, formule sans coefficient, maximum 75, minimum 0, sauf si l'émission ne dépasse pas 50 grammes, vous pouvez appliquer un taux plus élevé. Électricité d'office 100%, combustible fossile pendant 2 années 50% et à partir de 28, 0%. Donc, si je m'arrête ici, mesdames et messieurs, je pense que si vous avez l'intention d'acheter une vraie hybride, avec par exemple une émission CO2 de 20 grammes, fiscalement, c'est plus intéressant de l'acheter seulement l'année prochaine en 26. Parce que si vous l'achetez en 26, vous êtes directement à 100% d'électibilité. Alors que si vous l'achetez déjà cette année, vous avez encore pour 2025 même 75% de déductibilité et seulement à partir de l'année prochaine, vous tomberez aussi sur 100% de déductibilité fiscale. J'espère qu'avec ce tableau, c'est clair. En 2027, une hybride, législation nouvelle, mais le maximum n'est plus de 100%, mais de 95%. Parce qu'une voiture électrique achetée en 27 sera aussi seulement déductible pour 95%. Combustible fossile, encore une année à 50% et à partir de 28, 0%. Donc, si je peux conclure ici, mesdames, messieurs, concrètement, si vous achetez en 2026 ou 2027 une hybride avec une émission, par exemple, de 20 grammes, c'est comme vous achetez une voiture 100% électrique. Parce que vous avez soit 100% de déductibilité, soit 95% de déductibilité, évidemment pris à part les frais de combustible fossile. Donc, une hybride avec une émission très basse, qui roule uniquement sur l'électricité, c'est comme si vous avez acheté une voiture 100% électricité. Mais, à partir de 28, tout change. Parce qu'à partir de 28, votre plafond de 100% ou de 95% disparaît. Et vous serez dans un maximum de 65% avec les frais de voiture, électricité 90%, tout comme l'électricité pour une voiture vraiment 100% électrique et combustible fossile 0. Donc, vous voyez clair, à partir de 28,
Une voiture hybride ne sera plus taxée comme une voiture électrique. Parce que pour l'hybride, vous êtes à maximum 65%, alors que pour une voiture électrique, vous êtes à 90%. En 28, ça se détériore encore. Parce qu'achat d'une hybride en 29, maximum 75,5%, alors qu'une électrique, 82,5%. Et à partir de 2030, c'est fini, la période de grâce pour les hybrides, parce qu'achat en 2030, une hybride, 0% d'électromobilité des frais de voiture, sauf l'électricité, 75%. Donc, il faut veiller, mesdames et messieurs, il faut bien retenir, vous avez encore une sorte de période de grâce pour les hybrides achetés en 2027 et 2026. Ceux-là seront directement considérés comme étant une voiture électrique, pourvu évidemment que leur émission réelle reste en dessous de 40% d'électromobilité. Je pense que la seule façon pour expliquer à vos clients la nouvelle fiscalité automobile, c'est via mes tableaux. Il ne faut pas essayer d'expliquer la logique derrière. Non, vous montrez à votre client les tableaux et vous dites, voilà, un achat à tel moment, ça sera votre déductibilité fiscale. Donc, j'espère que ça va clarifier les choses de la fiscalité automobile des voitures hybrides. Hein. Pour les électriques, rien ne change. Et pour les combustibles fossiles achetés après le 1er janvier 2018, rien ne change non plus. Voilà, les hybrides, période de grâce un peu allongée. Deuxième sujet, VVPRBIS réserve de liquidation. Donc, le but du gouvernement est d'aligner le régime fiscal d'une réserve de liquidation avec le régime fiscal de VVPRBIS. Donc, deux changements au régime de réserve de liquidation. Dans l'état actuel des choses, vous pouvez uniquement distribuer des réserves de liquidation après 5 années à 5% précompte mobilier. VVPRBIS, c'est déjà après 3 années à 15%. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Dorénavant, vous pouvez aussi distribuer une réserve de liquidation après 3 années. Tout comme VVPRBIS, mais vous payerez alors 6,5% du précompte mobilier. Parce qu'avec une cotisation distincte de 10% lors de la constitution de la réserve de liquidation et ensuite une distribution à 6,5% sur le montant net, donne aussi une charge fiscale totale de 15%. Ça, c'est le nouveau régime fiscal des réserves de liquidation, mais uniquement les réserves de liquidation constituées après le 1er janvier 26. Qu'est-ce qui est très important? Les réserves de liquidation existantes. Pour les réserves de liquidation constituées avant le 1er janvier 26, vous aurez dorénavant le choix. Soit vous dites, j'attends mes 5 années pour pouvoir distribuer à 5%, soit les réserves de liquidation existantes peuvent dorénavant aussi être distribuées après 3 années, mais dans ce cas-là, vous payerez 6,5%. Donc c'est ça la grande nouveauté. Les réserves que vous allez constituer à partir du 1er janvier 26, là vous n'aurez pas de choix. C'est soit après 3 années à 6,5%, soit c'est 30% si cette réserve est distribuée dans les 3 années. Le taux normal de 30%, en plus de la cotisation distincte de 10% payée lors de la constitution de la société. Donc, c'est aligné au VVPRBIS. Maintenant, qu'est-ce que je vois si je recule 2 slides? On va donc abroger le taux de 20% pour les réserves de liquidation distribuées dans les 5 années dans l'état actuel des choses. Et comme on va abroger le taux de 20%, parce qu'on aura soit 6,5, soit 30, on abroge le même pourcentage aussi pour VVPRBIS. Comme vous savez, dans le régime VVPRBIS, il y a 20% de précompte mobilier pour les dividendes distribués lors de la répartition bénéficiaire du deuxième exercice qui suit l'exercice de l'apport en espèces. Le 20% va aussi disparaître, mais ça va éteindre. Parce que vous lisez ici sur ce slide, le 20% de taux précompte mobilier sera uniquement pour les dividendes d'actions émises en échange d'un apport en espèces au plus tard le 31 décembre 25. Donc, tous les apports en espèces à partir de 26, ces actions VVPRBIS, il n'y aura plus question de taux de 20%. Donc, ça sera aussi soit 15%, soit 30% si la distribution est arrivée trop tôt. Donc, aligné. Maintenant, mesdames, messieurs, il faut bien comprendre que
on va uniquement aligner le taux d'imposition et la période de distribution des réserves de liquidation et VVPRBIS. Il y aura encore des différences entre les deux. Par exemple, l'avantage VVPRBIS n'est pas transmissible. Donc, si vous allez vendre vos actions VVPRBIS, les actions perdent leur caractère VVPRBIS. Si par contre, vous allez vendre vos actions de votre société qui détient des réserves de liquidation, les réserves de liquidation présentes dans votre société restent des réserves de liquidation. Donc, ne vous trompez pas, c'est uniquement le taux d'imposition et la période de distribution qui va être alignés entre les deux, pas le reste. Troisième changement, les accroissements d'impôts. Vous connaissez la problématique actuelle. Le fisc qui a la mauvaise habitude d'appliquer presque automatiquement un accroissement d'impôt de 10% sur tous les contribuables qui ont commis une erreur, même si c'est une erreur de bonne foi et même si c'est la première erreur commise par le contribuable. Et maintenant, l'accord de Pâques dit on va mettre fin à cette pratique. Et il faut changer la loi, c'est l'article 444, troisième alinéa. Lisez avec moi, la loi va dire il a renoncé à l'accroissement d'impôt pour la première infraction commise de bonne foi. Et maintenant vient une phrase très importante. La bonne foi est, jusqu'à preuve du contraire, présumée exister dans le chef d'un contribuable qui a commis une première infraction, sauf en cas d'une application de l'article 351, sauf en cas d'une taxation d'office, en cas d'une déclaration rentrée tardivement. Et l'entrée en vigueur, ce sont les accroissements d'impôts enrôlés à partir du 1er janvier 2025. Donc, qu'est-ce qui est important? Dorénavant, la loi même dit, vous êtes censé d'être de bonne foi lorsque vous avez commis une première infraction. Et donc, pas d'accroissement d'impôt. Donc, c'est une présomption réfragable de bonne foi dans le chef d'un contribuable qui a commis sa première infraction. Donc, comme décrit dans l'accord de Pâques, vous avez droit à une première erreur, sans être sanctionné avec un accroissement d'impôt. Et comme c'est une présomption réfragable, c'est au fisc de motiver dorénavant pourquoi il applique quand même un accroissement d'impôt de 10% dans le chef d'un contribuable qui a commis sa première infraction. Donc, c'est au fisc maintenant la charge de la preuve pour démontrer que vous n'étiez pas de bonne foi lorsque vous avez commis votre première infraction. Et le gouvernement, mais la notion évidemment de bonne foi reste une notion assez vague. Et le gouvernement a donné deux exemples. Le gouvernement dit, écoutez, qui est considéré par exemple d'un contribuable de bonne foi? C'est un contribuable qui a, sur base d'une mauvaise lecture de son attestation de garde d'enfant, déposé une déclaration avec un montant erroné. Franchement, entre nous, je ne comprends pas comment on peut lire incorrectement une attestation de garde d'enfant parce que cette attestation n'est pas très compliquée à comprendre. Mais bon, à part ça. Deuxième exemple, un contribuable qui utilise 20% de la surface de son logement à des fins professionnelles, mais qui estime cela à 30% dans sa déclaration, qui a un peu surestimé le pourcentage. Bonne foi, donc pas d'accroissement d'impôt. Qui est pas de bonne foi, donc qui va quand même subir le 10%, même s'il s'agit d'une première infraction, le contribuable qui a déduit sciemment et volontairement des frais qui ne sont manifestement pas des frais professionnels. Donc, par exemple, quelqu'un qui déduit quand même dans sa comptabilité les frais de restaurant le dimanche de Pâques, bien sachant que ce n'est pas déductible, qui a quand même essayé. Celui ne sera pas considéré comme étant de bonne foi et donc il va quand même subir un accroissement de 10%, même si c'est sa première infraction. Deuxièmement, le fameux contribuable qui utilise 20% de son logement à des fins professionnelles, mais qui l'estime à 80% dans sa déclaration fiscale, lui, il a quand même trop exagéré et sera considéré comme étant pas de bonne foi. Mais entre nous, mesdames, messieurs, ça restera encore un sujet à débattre avec votre contrôleur. Remarque finale, la loi dit aussi que même si vous avez commis votre première infraction de bonne foi et que vous n'avez pas
dû payer un accroissement de 10%. Si par après, dans les 4 années à venir, vous allez commettre une deuxième infraction, cette deuxième infraction va directement être pénalisée avec un accroissement de 20% et pas de 10%. Donc, bien que votre première infraction ne sera plus sanctionnée, ça va quand même compter comme étant une infraction pour le calcul de l'accroissement d'impôt pour les autres infractions futures à venir. Voilà, mesdames et messieurs, ça me met à la fin de mon exposé. J'espère que le sujet vous a intéressé. N'hésitez pas à partager votre vidéo et à laisser vos commentaires. Je vous remercie vivement de votre attention et j'espère à très bientôt.